Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Charcot, père et fils, c'est le titre de l'émission que nous propose Franck Ferrand cet après-midi. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Il n'est pas très fréquent que le fils d'un grand personnage en devienne un à son tour. Eh bien c'est ce qui s'est passé pourtant chez les Charcot, une de ces grandes familles bourgeoises de la fin du 19e siècle où justement on pouvait être, si je puis dire, génie de père en fils. Le père Jean Martin était un grand neurologue, c'est un des maîtres de Freud, nous allons l'évoquer dans un instant en compagnie du professeur Jean-Noël Fabiani. Quant au fils, Jean-Baptiste, il sera l'explorateur français des zones polaires. Et d'ailleurs, à partir de 15h, nous irons faire un tour au pôle. Exactement, au pôle au pluriel, puisque nous serons en compagnie de Stéphane Dugast qui s'est rendu sur les pas de Charcot et qui nous parlera aussi bien du pôle sud que du pôle nord. Europe 1, 14h, 15h30. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Imaginez-vous à Saint-Malo, à l'automne 1936, sur un quai noir de monde, un catafalque a été dressé pour accueillir les cercueils du commandant Charcot et des 29 hommes d'équipage du 3-mâts à vapeur. Pourquoi pas ? Un nom qui est resté très célèbre évidemment. Ces hommes ont été naufragés au matin du 16 septembre de cette année 1936. Ils ont fait naufrage sur des récifs au sud-ouest de l'Islande. L'atmosphère, en ce jour de l'automne 36, est grave. L'atmosphère est même oppressante. Tout le monde a en tête le terrible cliché de ces corps alignés des naufragés avec au premier plan le profil si reconnaissable du gentleman du pôle comme on l'appelait. Quelques jours plus tard à Paris, sur le parvis de Notre-Dame, c'est un décorum encore plus impressionnant qui a été voulu pour les obsèques nationales réservées aux grands savants et navigateurs, membre de l'Académie des sciences, grand officier de la Légion d'honneur et pour tout dire, véritable héros national. C'est étonnant qu'on ait pu quasiment oublier aujourd'hui Charcot qui a été le grand homme de son temps. En vérité, pour ceux qui le connaissaient, pour ceux qui l'aimaient, ses funérailles ne ressemblent guère au personnage, à la simplicité bonhomme, à la simplicité bourrue. Alors, qui était en vérité le commandant Charcot ? Un commandant Cousteau avant la lettre, le dernier des grands corsaires, eh bien, c'est ce que je vous propose en reprenant son parcours depuis l'origine, depuis sa naissance à l'été 1867. Charcot, enfin, notre Charcot, celui dont je parle là maintenant, est né le 15 juillet 1867 à Neuilly-sur-Seine, dans une maison très agréable. Il est le deuxième enfant de Jean-Martin Charcot. Le premier enfant du couple était une fille, Jeanne, elle est née en 1865. Les parents sont donc Jean-Martin Charcot, cet éminent neurologue dont les travaux sur l'hystérie notamment menés à la Salpêtrière vont le faire connaître dans le monde entier, et la mère, Augustine Victoire d'Urvis, est une jeune veuve, fille d'un riche amateur d'art et déjà mère d'une fille prénommée Marie qui était née en 1854. Elle est sculpteur. Le mariage a eu lieu en 1864. Et durant le siège de Paris, la famille se sépare. Jean-Martin Charcot va bientôt s'installer à la Salpêtrière. Le reste de la famille, étant donné les événements, le reste s'enfuit, s'exile à Caen, à Dieppe et puis même à Londres. Et quand la famille se retrouve, c'est pour s'installer dans un appartement à Paris et puis bientôt dans une belle maison de Neuilly-sur-Seine. Ce père est extraordinaire dans la vie de notre Jean-Baptiste. Vous imaginez cette figure paternelle, c'est presque un lieu commun, c'est pas facile d'être le fils d'une sommité, et ce dans quelque domaine que ce soit. En l'occurrence, Jean-Baptiste Charcot se sent écrasé par cette illustre figure paternelle. Et pour se donner le sentiment d'exister par lui-même, il va multiplier les farces, les facéties, les canulars. C'est un enfant extrêmement malicieux. Voilà ce que nous dit Alexis Amzieff. Ce fut ainsi, par exemple, qu'avec la complicité de quelques condisciples aussi farfelus que lui, il fit monter un jour sur le toit d'un marché
un cheval dont il avait enveloppé les sabots. Les pompiers eurent toutes les peines du monde à faire redescendre le quadrupède, qui semblait se plaire au jeu d'ailleurs. Ça fait partie des canulars. Mais en même temps, c'était l'époque qui voulait ça, cette fin de 19e siècle où on aimait, où on essayait de s'amuser. C'est à l'école alsacienne qu'étudie notre Jean-Baptiste. Évidemment, il fait partie de la meilleure société, donc il va dans la meilleure école de l'époque. Pour autant, c'est pas un bon élève. Son seul prix sera le prix de la bonne camaraderie. Mais c'est un bon prix. C'est un bon prix. Paul-Louis Paoli, dans sa préface aux Français du pôle Sud, le pourquoi pas dans l'Antarctique par Jean-Baptiste Charcot, à 11 ans, nous dit-il, il crée un petit journal illustré où il décrit les aventures d'un 3-mâts en Patagonie. Vous voyez déjà que ça commence à le chatouiller. Oui. Évidemment, il aime le sport, la boxe, le rugby, l'escrime. Ses camarades l'appellent le poumon fort. Et évidemment, s'il n'y avait que lui, il s'arrêterait là pour les études. Mais il y a papa qui est là et qui veut qu'on aille plus loin, bien sûr. Il veut absolument que son Jean-Baptiste devienne médecin. Et en dépit de sa répugnance pour les vivisections, Jean-Baptiste a quand même le cœur tendre. Il adore les animaux, notamment. Eh bien, il obtempère. Il commence des études de médecine en 1886. Il effectue son volontariat dans les chasseurs alpins en 1888, en tant que médecin auxiliaire, bien entendu. Et en 91, Jean-Baptiste Charcot est reçu 4e au concours d'internat. Il commence à ce moment-là à travailler avec son père. Mais lui rêve d'autre chose, et je dirais même de toute autre chose. Il a passé beaucoup de ses vacances étant jeune en bord de mer, notamment à Ouistreham, où les pêcheurs lui ont appris un peu la voile. Il vit pas mal en Normandie, à Londres aussi, ne l'oubliez pas. Quand Jean-Baptiste rentre en France, nous dit Serge Kahn, il apparaît très vite dans sa première culotte de costume marin, son petit bateau en bois à la main. Son regard sérieux se détend lorsqu'on l'interroge. « Seras-tu donc marin, petit Jean ?» « Pourquoi pas ?» dit l'enfant, en redressant sa tête volontaire. Pourquoi pas? Eh oui, pourquoi pas? De 1883 à 87, il va faire pas mal de voyages avec son père et parfois avec sa sœur Jeanne, au Pays de Galles, en Hollande, en Espagne, au Maroc, etc. De temps en temps, la mère les accompagne. Lui n'aime pas les pays chauds. Il va même développer petit à petit la phobie des pays chauds, Jean-Baptiste. En 1892, Jean-Martin Charcot offre à son fils son premier yacht. 1892, on est 1 an avant la mort du grand professeur. De là à penser que ce cadeau était une sorte de testament, ou mieux que cela, un viatique, il n'y a qu'un pas que j'ai très envie de... Un extrait de la bande originale du film documentaire de Luc Jacquet, La glace et le ciel. Restez avec nous sur Europe 1. Franck Ferrand vous parle de Jean-Baptiste Charcot et la suite, c'est dans un instant. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe Au cœur de l'histoire. 1, Franck Ferrand. Cet après-midi avec vous, Franck Ferrand, nous sommes au cœur de l'histoire du navigateur Jean-Baptiste Charcot, qui n'en est pas encore un, puisque son père veut qu'il devienne médecin, et lui, il rêve d'ailleurs. Son but, c'est de devenir navigateur. Mais oui, vous savez, quand vous avez un père qui a été un grand professeur en médecine, il le dit d'ailleurs, il disait à ses amis, quoi que je fasse en médecine, je ne serai jamais que le fils du grand Charcot. Or, son père lui répétait, dans la vie, il faut exceller en quelque chose. Eh bien, lui, il veut exceller dans la navigation. Son père lui a offert ce premier navire, le Daisy, qu'il a rebaptisé Courlis, et qui va lui permettre de s'initier aux régates. Il vendra bientôt d'ailleurs le Courlis, et il se fera construire son premier vrai bateau, avec pour nom déjà, pourquoi pas? Comme sur la caisse à savon du temps de ses 5 ans. Ça le poursuit. Ça le poursuit en fait. Ma devise n'a-t-elle pas toujours été « Pourquoi pas ?» Le résumé de mon caractère mélange de doute et de volonté, dira-t-il. Alors, vous avez compris qu'il n'a pas de problème d'argent, bien entendu. Il fait ses premières navigations à l'époque. En 1894, une croisière de 2 semaines, c'est la découverte des flots. On peut dire de Jean-Baptiste Charcot qu'il est fait pour la mer. Alors avant de repartir, il décide de revendre son bateau, le pourquoi pas, qui est remplacé par une goélette de 26 mètres de long. Ça devient sérieux petit à petit, c'est le pourquoi pas numéro 2 si vous voulez. En 1897, il change encore de bateau, et voilà le pourquoi pas
numéro 3. Il va accompagner le milliardaire américain Vanderbilt dans une grande croisière en Égypte à cette époque-là, et on remonte le Nil jusqu'à Assouan. Ça devait être absolument extraordinaire. Et puis, après avoir accompli un bref passage dans la marine nationale, comme médecin auxiliaire à bord du Bouvet, il embarque sur son pourquoi pas à l'été 1901 pour une expédition vers les îles Féroé. Et là, à son retour, il note: nous avons promené notre pavillon national et le guidon du Yacht Club de France dans les pays où on ne les rencontre presque jamais. Encore une fois, notre but avoué était accompli, mais notre but inavoué, celui de couper les amarres de l'Angleterre et de l'envoyer dériver au diable, était manqué. Ah oui, j'ai oublié de vous dire de Charcot qu'il était très anglophobe, comme l'étaient pas mal de Français de l'époque, et notamment les marins. Alors, il franchit le cercle polaire en 1902, non pas avec un énième pourquoi pas, mais sur une goélette en fer de 214 tonneaux. La Rose Marine, direction l'Islande, l'île de Jan Mayen, et puis il se dit qu'arrivé à ce stade, il pourrait maintenant mener de véritables expéditions. Et il va monter une première expédition. Il embarque à son bord le savant Jules Bonnier. On est bientôt de retour en France. Et là, Charcot lit dans le regard de tous ceux qui le reçoivent une forme, sinon d'admiration, en tout cas de respect nouveau. Il est un petit peu considéré comme un explorateur. Alors, il se trouve qu'il va épouser la fille d'Édouard Lecroix. Ça, c'est très important parce que ça va lui donner beaucoup de moyens. Lecroix, grand ministre du Commerce, hein, on en a parlé au moment où nous évoquions la construction de la Tour Eiffel. On est toujours dans cette grande bourgeoisie parisienne, hein, bien entendu. C'est l'époque des grandes expéditions. Alors, je ne vais pas vous donner toutes les expéditions, notamment polaires de l'époque, mais il y en avait des expéditions suédoises, norvégiennes, britanniques évidemment, américaines. Charcot vit comme une humiliation l'absence de la France dans cette espèce d'émulation générale. Il mobilise l'opinion. En décembre 1903, le journal L'Intransigeant se fait l'écho du projet de Charcot qui veut, je le cite, ramener le drapeau français dans ces régions polaires d'où il a disparu depuis la mort de Blosseville. Oui, il faudrait revenir sur l'histoire de nos grands explorateurs au XIXe siècle. Bref, lui va de l'avant, et pour partir à la conquête de l'Antarctique, s'il vous plaît, il imagine un mastodonte, 32 mètres de long, 250 tonnes de jauge. Le navire va s'appeler le Français. On part en 1904, première expédition française en Antarctique, avec un ingénieur spécialiste des machines à vapeur, Plénaud, 2 officiers, Mata et Ray, un guide des Alpes, un élève de la marine, il s'appelle Rallier-Lubati, et puis une dizaine de matelots. Les 2 scientifiques, Bonnier et Pérez, vont jouer un rôle très important dans cette expédition. Quant au commandant, il est belge, il s'appelle Adrien de Gerlache. On hiverne sous le vent à l'île Wendel. Et puis, c'est le départ, le 4 mars 1905, depuis cette péninsule. Le Français, donc ce navire, est revendu à la marine argentine avant même son retour en France. Et de retour dans l'Hexagone, Charcot estime qu'il n'est pas allé au bout de son projet. Il va divorcer à ce moment-là de sa femme. Il s'installe chez sa sœur, Jeanne, rappelez-vous, avec sa propre fille, Marion. Et en 1907, il se remarie avec Marguerite Cléry. Cléry, ça vous dit peut-être quelque chose, c'est la fille du peintre, le fameux peintre. Et elle va l'accompagner assez souvent dans leur voyage. Ils vont avoir ensemble une fille, Monique. Et à ce moment-là, on peut dire de Charcot qu'il est prêt pour de nouvelles aventures. Il monte une expédition antarctique, mais alors beaucoup plus aguerrie que la première, et se lance dans la construction d'un nouveau navire qu'il va appeler le pourquoi pas. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Aujourd'hui, Franck Ferrand, vous nous plongez au cœur de l'histoire de Jean-Baptiste Charcot, le fils du célèbre médecin. Lui, Jean-Baptiste, c'est un explorateur polaire, un navigateur, et il vient juste avant la pause de se lancer dans une nouvelle aventure, une nouvelle mission. Eh oui, avec ce nouveau pourquoi pas de 40 mètres gréé en 3 mâts,
équipé d'une machine auxiliaire à vapeur, vraiment un mastodonte là cette fois. Il quitte le Havre en 1909, alors direction de nouveau l'Amérique du Sud. Sa femme ne l'accompagnera pas jusqu'en Antarctique. Elle descend à la dernière escale à Punta Arenas dans le détroit de Magellan. Charcot écrit dans son journal « Le départ de Meg est très dur, mais elle y met beaucoup de courage ». Et Anzieff nous dit « La route retour s'accomplit sans incident et dans les premiers jours de juin 1910, le pourquoi pas arrive en vue des côtes normandes, pénètre dans l'estuaire de la Seine et remonte jusqu'à Rouen, salué follement par tous les villages qu'il traverse. L'aventure est terminée. Cette fois, la moisson scientifique est vraiment exceptionnelle. Et oui, car entre-temps, on est allé glaner dans ce continent tellement vierge tous les éléments possibles. On va y revenir bien sûr dans un instant avec mon invité. Ça a été une aventure vraiment incroyable. Alors, avant la guerre, en 1912, le pourquoi pas devient navire-école de la marine marchande. En 14, il est mobilisé. Il est réquisitionné, devrais-je dire. Quant à Charcot, il est mobilisé comme médecin dans la marine, un poste qui ne lui convient pas du tout. Lui, son but, c'est d'être en mer. Or là, il est officier de marine de réserve. À la fin de la guerre, il obtient de réarmer le pourquoi pas. Alors ce sera pour des croisières, ce sera pour des voyages de 3 mois par an. Et après-guerre, les missions scientifiques sur le pourquoi pas, dans l'Atlantique Nord, en Méditerranée, etc., vont se multiplier. En 23, Jean-Baptiste Charcot est capitaine de frégate. En 25, il perd le commandement de son bateau parce qu'il est atteint par la limite d'âge. Il n'en reste pas moins à bord en qualité de chef des missions. Et le pourquoi pas est envoyé du Groenland, où une mission danoise a disparu, sur les traces justement de cette mission. Charcot en profite pour continuer ses travaux, ses études. Il est de retour du Groenland en 1926. Élu membre de l'Académie des sciences, il se dit que peut-être à ce moment-là il pourrait prendre sa retraite d'une certaine manière, mais pas du tout en vérité. Il avoue que mourir dans son lit gâteux ou bien avec un cancer ou une bonne congestion, voilà une chose qui l'empoisonnerait bougrement, dit-il. En 1928, le pourquoi pas reprend la mer. Il va faire de nouvelles expéditions. Charcot est reçu à l'Académie de marine entre-temps d'ailleurs. Et au moment de l'année polaire internationale 1932-1933, les choses deviennent vraiment très sérieuses. À l'été 34, Charcot installe au Groenland la mission ethnographique dirigée par Paul-Émile Victor. Il part une nouvelle fois pour le Groenland l'année suivante avec comme objectif d'aller chercher justement Paul-Émile Victor et ses 3 compagnons pour poursuivre l'établissement de la cartographie de ces régions. Le voyage de Saint-Malo à l'Islande se fait sans encombre. À l'approche de la côte, on voit se multiplier les icebergs. Le pourquoi pas trouve quand même son chemin dans ce domaine dont ils sont, les icebergs, les sentinelles. Le 4 août, il arrive à Angmagsalik. Et là, il n'est pas question de prendre du repos. L'arrivée de l'équipe Victor, la visite des officiels, l'excursion au poste de TSF, des discussions de projets, des repas, d'interminables palabres, enfin la distribution classique des cadeaux aux Esquimaux, voilà de quoi nous occuper, écrit-il sur le journal de bord. Le 6 août, Charcot dépose Victor et son équipe pour lui rendre service donc sur la côte. Ils veulent hiverner pendant 1 an. Vous savez, leur but à eux, on avait raconté l'histoire de Paul-Émile Victor, c'est de s'immerger évidemment parmi les Esquimaux. Le départ du pourquoi pas est prévu pour le 11 août et Charcot va confier à Paul-Émile Victor si c'était pas pour ma famille, j'aimerais mieux crever en mer. C'est intéressant cette phrase. Prémonition. Le pourquoi pas va repartir donc direction l'Islande pour charbonner. C'est une navigation difficile. Le 13 août au petit matin, ce n'était plus tenable, écrit Charcot. Il a fallu virer de bord et fuir. Le bateau s'est trouvé tout de suite soulagé, mais il fallait manœuvrer avec le plus grand soin, car un mauvais coup de vent eût été fatal. Entre 7 et 10 heures, je crois que jamais dans ma longue carrière, je n'ai subi de vent plus violent, ni vu une mer plus méchante. Vraiment, on est passé très près là. Le 15 août, on arrive en rade d'Issafjord, repos, avant de repartir en direction de Scoresby Sound, sur la côte de Blosseville.
La navigation est de plus en plus difficile, c'est désespérant et je commence à me demander si nous allons pouvoir faire quelque chose d'intéressant car le temps passe, malheureusement pour le travail que j'aurais voulu faire, écrit-il. Il y a une mouette épuisée qui s'est abattue sur le pont pendant la navigation. Charcot l'a recueillie, il s'en est occupé, il l'a mise dans une petite caisse, vous savez, il lui a redonné des forces et cette petite mouette est devenue parfaitement apprivoisée, elle est devenue un peu, si vous voulez, la mascotte de l'équipage. Le 30 août, au large de la côte d'Islande, la chaudière du pourquoi pas se révèle inutilisable. Il y a eu dans la soute une explosion de grisou. Le pourquoi pas est remorqué par un navire de guerre danois. Il est réparé à Reykjavik, seulement Charcot, lui, veut repartir. Le 9 septembre, la tempête est si grosse qu'au moment de partir, il est bien obligé de constater que son navire va devoir rester au port. C'est fou ce que le vent souffle pendant que j'écris. Il semble qu'il veuille arracher les amarres, enlever la mâture et je ne peux rien contre lui, écrit Charcot. Le 15 septembre, enfin, le temps change. On va pouvoir repartir. À 13h, le pourquoi pas quitte Reykjavik. À 15h, le pourquoi pas indique par un télégramme d'amitié adressé au consul de France que tout va bien à bord. Et 1 heure plus tard, ça se gâte. La pluie recommence à tomber, alors là, de façon terrible. Le vent augmente, le baromètre a baissé à une allure vertigineuse. Sur le bateau, on estime qu'il faut progresser de nouveau vent debout pour gagner un mouillage. La prudence, ce serait de faire demi-tour, seulement le pourquoi pas ne peut plus avancer. L'ouragan est terrible. En pleine nuit, la dérive est presque incontrôlable. Et à 3 heures du matin, le vent se met à souffler vraiment d'une façon terrible. À 5h15, le pourquoi pas touche brutalement à 2 reprises sur un seuil rocheux et là, il se couche. À tribord, le choc est terrible. Successivement, la machine explose, toute la mâture se brise, la coque rebondit d'un rocher à l'autre. Charcot va mourir avec ses hommes et son bateau. Il aura eu, avant de mourir, le temps de libérer la fameuse petite mouette qui, d'une certaine façon, sera la rescapée de cette expédition. Bonjour Stéphane Dugast, merci beaucoup d'être avec nous. Nous allons dans un instant revenir sur cette expédition terrible, sur ce naufrage du pourquoi pas. Et puis on aura l'occasion ensuite avec vous d'aller sur les traces du commandant Charcot au pôle Nord et au pôle Sud. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Chérie ? Oui. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Cet après-midi pour cette émission consacrée au Charcot, finalement, le père et le fils, puisque nous parlons des deux, le médecin et l'explorateur. Vous recevez Stéphane Dugast. Il est auteur, reporter et réalisateur, secrétaire général de la Société des explorateurs français. Et il est le créateur et l'animateur du blog Embarquement. Et oui, comme nous avons commencé par le fils, voilà. Eh bien c'est avec le commandant Charcot que nous allons nous réembarquer, si je puis dire, sur le pourquoi pas, le énième pourquoi pas, parce qu'il avait baptisé ainsi quasiment tous ses navires. Et puis tout à l'heure, bien sûr, avec le professeur Fabiani qui arrive incessamment, nous allons parler du père de Jean-Baptiste, c'est-à-dire le grand neurologue Charcot. Alors, avant tout, pourquoi le commandant Charcot n'est-il pas revenu de cette expédition au milieu des années 30, Stéphane Dugast? C'est la suite, vous l'avez bien raconté, mais c'est la suite d'événements malheureux, des fortunes de mer. C'est-à-dire que Jean-Baptiste Charcot est à 69 ans, normalement, va prendre sa retraite, normalement est attendu. Il n'aurait pas dû refaire toutes ces expéditions. Il n'aurait pas dû, mais il avait envie, il avait entre guillemets, ce fils spirituel, cette relation privilégiée avec Paul-Émile Victor, et le fait que Paul-Émile Victor lui demande de le déposer à Kangerlussuaq, presque pas tout à fait grand fjord, où Victor voulait hiverner avec ses Esquimaux, Charcot a craqué parce qu'il trouvait que c'était une belle idée, une bonne histoire, et puis surtout Victor était moins péteux que la première fois, il l'adorait, bref, il l'a déposé, et on voit que il y avait presque une filiation entre le commandant Charcot et Paul-Émile Victor, on pourrait dire ça d'une certaine manière. Totalement, j'ai eu cette chance de plonger dans la correspondance de Paul-Émile Victor et Jean-Baptiste Charcot, d'écrire la biographie de Paul-Émile Victor, et c'est une vraie relation. Au départ, j'étais un peu suspicieux, je me suis dit peut-être que c'est la légende, il a un peu fabriqué la chose, mais pas du tout, mais alors pas du tout. Et ce qui est intéressant, c'est que Jean-Baptiste Charcot va le déposer, va prendre du retard, et on est dans des tempêtes d'équinoxe qui vont être terribles une première fois, une deuxième fois. Donc des tempêtes qui dans un premier temps le retiennent au port, et puis il essaie de profiter d'une éclaircie, et là il n'aurait pas fallu partir probablement. Mais alors on n'avait pas ce qu'on a maintenant, c'est-à-dire l'internet, les bulletins météo, bien sûr. Et ce qui est touchant, c'est que même pour les Islandais, on pouvait appareiller, on pouvait y aller. Et en allant en Islande,
je suis retombé sur des gens qui étaient des descendants des gens qui avaient vu partir le Pourquoi pas et qui m'ont d'ailleurs trouvé la dernière photo du Pourquoi pas qui avait été pris figurez-vous, par un gosse de 15 ans qui était monté au balcon, et la mer est plate, le ciel, on le devine bleu. Il part dans de bonnes conditions, a priori. Il part dans de bonnes conditions, et ensuite, c'est la loi de Murphy, comme disent les marins, c'est la loi pour être poli, des embêtements permanents, et les événements s'enchaînent en cascade, et toutes les décisions qu'on va prendre, Jean-Baptiste Charcot, sont les bonnes. Son bateau, les machines sont poussives, les machines sont cassées, elles ont été réparées. On dira plus tard que le charbon a été mauvais, certes, mais ils vont vouloir aller pendant la nuit se réfugier dans ces fjords, et en se réfugiant dans ces fjords, ils vont se tromper dans les lumières, la tempête est là, et ils vont se réfugier dans un des fjords où je suis allé, qui est le plus rocailleux, le plus rocheux, et évidemment, ils vont se tanker sur le fond de ce fjord, mais là ils vont utiliser tout ce qu'utilisent les marins, c'est-à-dire mettre l'ancre à bâbord, mettre l'ancre à tribord pour que le bateau puisse tenir, et tout va s'enchaîner pour faire en sorte que le Pourquoi pas va se disloquer. Il y avait un acharnement sur cette expédition, sur ce navire à ce moment-là. Il y avait, je pensais plutôt, moi, en tout cas, dans ce que j'ai lu, dans ce que j'allais dire vu, j'ai l'impression de l'avoir vu à force de le lire, mais il y avait une sérénité plutôt, il y avait un empressement peut-être aussi d'aller à Copenhague, au Danemark, où Jean-Baptiste Charcot allait enfin célébrer, on allait célébrer sa retraite, mais ni Victor, ni ses compagnons, ni les autorités islandaises n'ont interféré dans quoi que ce soit dans les décisions de Jean-Baptiste Charcot, même si a posteriori, du coup, la famille de Jean-Baptiste Charcot va beaucoup en vouloir à Victor, en l'accusant d'avoir donné du retard à Jean-Baptiste Charcot, retard qui du coup a causé le naufrage du Pourquoi pas, et je pense que c'est plutôt ce qu'on appelle une fortune de mer. Et en même temps, avant de partir, il dit à Victor qu'après tout, il préférerait à tout prendre crever en mer, donc finalement il a eu la fin dont il avait rêvé d'une certaine manière. Alors on dit que c'est une belle mort. J'ai vraiment vérifié si cette phrase il l'avait dite, pour vraiment avoir et pas raconter une nouvelle fois une légende, puisque Paul-Émile Victor en raconte très peu de légendes. D'ailleurs, il est beaucoup plus près de la vérité. Oui, bien sûr. Et c'est dans son journal de bord, et c'est revérifié par ses compagnons de route, en tout cas les descendants. Et oui, il l'a dit. Et il y a une vraie émotion, la dernière rencontre. Et c'est surtout que Victor, lui, pendant ce temps-là, n'avait pas de TSF, ne savait pas que son mentor, son père adoptif, spirituel, était décédé. Et il va l'apprendre 6 mois plus tard. Terrible. Ce qui va être pour lui un véritable séisme. Et il va aussi apprendre que lors des obsèques nationales à Notre-Dame, le coupable tout désigné, c'est Victor. Donc va s'instituer entre la famille de Jean-Baptiste Charcot et Paul-Émile Victor une relation très 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 distendue, mais tout va s'arranger au bout de 35 ans quand même. Et 35 ans plus tard, le premier bateau que les expéditions polaires françaises auront, dont Victor est le chef, les expéditions polaires françaises, les EPF, le bateau, il va l'appeler le commandant Charcot. Vous voyez la fidélité. Magnifique, cette filiation. Alors on va parler de la filiation dans l'autre sens aussi tout à l'heure, bien entendu, puisque il était bel et bien le fils de son père, si je puis dire, Charcot. Et contrairement aux apparences, il y avait des traits de l'un qui transparaissaient dans l'autre, et notamment une très grande ténacité qui avait permis au professeur Charcot de faire un certain nombre de découvertes, et qui vont permettre à son fils, à Jean-Baptiste, d'aller au bout de tous ses projets. Une ténacité, c'est indéniable. Un humanisme incroyable, des qualités, parce qu'en mer, comme disait Éric Tabarly, on voit vite les défauts des gens, et donc chez Jean-Baptiste Charcot, en mer, un vrai chef, un vrai leader, on dirait aujourd'hui un vrai manager, dans le langage militaire, un bon commandant, quelqu'un qui avait le sens marin, qui était l'un des rares à savoir naviguer dans les glaces, qui est tout un art, parce qu'à l'époque, on est à la voile avec des petits moteurs poussifs, à pousser des blocs de glace énormes, dans lesquels on peut se retrouver enfermé, voire carrément broyé. Et c'est quelqu'un qui aimait l'autre, puisque quand il est chez les Esquimaux, sur la côte orientale du Groenland, les Esquimaux, à chaque fois que le Pourquoi pas arrive, là ça triche pas, les kayaks s'approchent du 3-mâts barque, le Pourquoi pas, et les gens montent à bord, et Jean-Baptiste Charcot, il y a cette anecdote que je trouve formidable, parce qu'il y va tous les ans. Donc il voit ses Esquimaux tous les ans, et en 34 ou 35, je sais plus, ça n'a pas d'importance, mais il va reprendre une montre, la donner à un Esquimau en lui disant « Vous me l'aviez donnée, tu me l'avais donnée pour qu'elle soit réparée, la voilà ». Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup impressionné son équipage, et notamment le jeune Victor qui embarquait pour la première fois sur ce bateau. Justement de ceux qui assistaient à cette démonstration. Il a été un des grands explorateurs, on peut dire ça, on va aller sur ses traces tout à l'heure, mais il a quand même ouvert un certain nombre de voies.
Pour moi, c'est un grand parce qu'il a ouvert des voies, il a eu de l'audace d'aller en Antarctique au début du XXe siècle, là où les Français, depuis Jules Sébastien, César Dumont d'Urville, n'avaient plus mis les pieds depuis 1840. Et lui, il a eu surtout cette audace et il est l'un des premiers à comprendre qu'il faut durer. Et pour durer, il faut hiverner. Donc il va hiverner dans cette péninsule antarctique qui fait face à 1000 km de l'Amérique du Sud, qui est une zone très très intéressante. Et contrairement aux autres explorateurs qui sont pétris d'ambition et peut-être d'orgueil et qui veulent aller au pôle Sud, lui, il va explorer la péninsule antarctique. Passionnant. On va y aller aussi avec vous tout à l'heure. Avant cela, j'aimerais que nous évoquions la figure du père du commandant Charcot, donc de ce professeur Charcot de la Salpêtrière. Et nous allons le faire avec le professeur Jean-Noël Fabiani. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe Au cœur de l'histoire. 1, Franck Ferrand. Cet après-midi, Franck Ferrand, pour nous parler de Charcot, père et fils, vous recevez Jean-Noël Fabiani. Il est chef de service à l'hôpital européen Georges Pompidou. Il dirige le département de chirurgie cardiovasculaire et il est l'auteur de ces histoires insolites qui ont fait la médecine, paru chez Plomb. Bonjour Jean-Noël Fabiani. Bonjour Franck. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, un mot peut-être de la carrière médicale de Jean-Baptiste Charcot, qui avait été littéralement adoubé par son célèbre père. Il a quand même passé l'internat des hôpitaux Après de Paris. Et bon, il a commencé une carrière de médecin des hôpitaux. Quelle était véritablement sa passion personnelle? Je ne pourrais pas disserter sur ce sujet. Mais enfin, il est clair que son père l'a peut-être aidé. On peut toujours l'imaginer à passer ses concours et à son début de carrière. Je parlais de ce roman Belle Époque tout à l'heure. Il y a une atmosphère très particulière dans cette haute bourgeoisie de la fin du 19e siècle qui veut en quelque sorte progresser constamment avec une espèce d'excellence, une sorte d'austérité dans l'éducation et en même temps une certaine largesse avec les enfants, puisqu'on voit le professeur Charcot offrir à son fils son premier yacht quasiment pour ses 20 ans. Tout à fait. Alors, vous parliez tout à l'heure de Léon Daudet. Et Léon Daudet était un familier du père de Jean-Baptiste Charcot, de Jean Martin. Il assistait, ainsi que le tout Paris, aux leçons que donnait le professeur Charcot le mardi matin. Parce que le professeur Charcot avait compris deux choses de son temps. Il avait compris l'importance des médias. Quelque sorte, Léon Daudet, c'est quand même, pour son époque, ce sont les médias. Et l'autre part de la photographie. Car lui-même est nadarisé, mais il va nadariser toutes ses malades. Et ça va être très important. Il va faire de l'appareil photographique quasiment un instrument médical. C'est assez étonnant. Absolument. Ouais. Alors, nous avons évoqué la carrière fulgurante du commandant Charcot, donc du fils, cet explorateur, avec toujours de grandes visées scientifiques, une double volonté en quelque sorte, faire progresser la connaissance et faire progresser la France, parce qu'il y avait un côté très très patriote chez ces gens-là. Et puis, il était quand même, il l'a dit, je veux être le digne fils de mon père. Or, l'exemple de ce père n'est pas rien. Absolument. C'est un très très grand bonhomme. Charcot, c'est l'archétype du médecin du 19e siècle. C'est celui que je considère comme celui qui représente le mieux l'ère des grands patrons. Voilà. Et qui crée en quelque sorte les hôpitaux de l'assistance publique, hôpitaux de Paris, avec ces patrons qui vont avoir des élèves, qui vont avoir un enseignement et qui vont créer la méthode anatomo-clinique. Et oui, donc ça c'est une révolution évidemment. C'est une révolution qui a été amorcée par le grand Laennec. Et qui consiste, n'oublions pas, nous sommes au 19e siècle, on n'a pas vraiment de traitement à proposer aux malades. D'abord, les malades ne vont pas à l'hôpital. C'est maintenant que les malades vont à l'hôpital. C'était essentiellement les miséreux, les pauvres, les prostituées. Et quand Charcot arrive à la Salpêtrière, il est nommé dans le département vieillesse-femme. Donc, vieillesse-femme, ça veut rien dire. Ça veut dire que toutes les femmes... Alors, vieille, à l'ex-19e siècle, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne me hasarderai pas à donner un chiffre. Mais enfin, toutes celles qui n'étaient pas... On pense à la femme de 30 ans de Balzac. Absolument. Et donc, elles sont là, et il y a plusieurs centaines de patients. Il y a 5000 personnes à la Salpêtrière. Et donc, il a devant lui de tout. Absolument de tout. Des gens qui ne sont pas malades, des gens qui sont très malades et qui vont mourir, et d'autres qui ont des psychoses qu'il va observer.
Et peut-être que le très grand charisme de Charcot est lié justement au fait qu'il n'ait choisi sa vocation que tard. Pendant très longtemps, il s'est même demandé s'il n'allait pas être artiste. Ce qu'il faut dire, c'est que s'il incarne, lui, à la fin du 19e siècle, cette grande bourgeoisie, ces grands mandarins, etc., il n'est en revanche pas du tout issu du sérail. Il est d'une famille tout à fait modeste, lui. Tout à fait modeste. Son père était charron. Charron, oui, charron carrossier. Enfin, voilà, oui. Mais c'est à force de travail, parce qu'il représente ses valeurs du travail. Et c'est un jeune homme qui se lance dans le milieu de la médecine à l'époque qui était quand même relativement fermé. On pourrait rentrer dans les détails, mais qui est quand même assez fermé au moment où il commence, qui va passer l'internat des hôpitaux, il va être chef de clinique ensuite, et puis immédiatement il se lance dans ce qu'on appelle les concours, qui étaient soi-disant réservés aux fils de patron. Il n'est pas fils de patron lui-même, et il se lance dans les concours, il va passer le médicat des hôpitaux, il va passer l'agrégation de médecine, il la rate une fois d'ailleurs, et il la passe une seconde. Enfin bon, il continue, puis après il va être professeur d'anatomie pathologique, et puis on va créer pour lui, à la fin de sa carrière, la chaire de neurologie, parce qu'il est aussi le créateur de la neurologie. Voilà. On a l'impression, vous allez me dire, je me trompe peut-être, là, je ne suis pas du tout un spécialiste, mais vous êtes là pour ça, Jean-Noël Fabiani, mais on a l'impression que partant de choses extrêmement concrètes, au départ il s'intéresse aux maladies inflammatoires, il a consacré sa thèse à la goutte, etc., il va peu à peu aller vers des choses de plus en plus abstraites, quasiment vers une sorte de philosophie de la médecine, qui est aux limites de la psychiatrie aussi, bien sûr. Alors vous pensez à l'hystérie, bien entendu. Alors l'hystérie, c'est une maladie formidable, puisque c'est Hippocrate qui l'a décrit, l'hystérie, hein, quand même, en disant que l'utérus, quand il n'a pas d'enfant, se promène, dit Platon, à l'intérieur du corps pour aller stimuler les autres organes et les rendre malades eux-mêmes, tout de même. Et c'est là d'où vient l'hystérie. Alors, on en parlera après, parce que au départ, quand même, ce qui caractérise Charcot, c'est un remarquable esprit d'observation qui a été favorisé par quelqu'un qui a été important pour lui, qui s'appelle Duchesne de Boulogne, qui lui ne fait pas de carrière, mais dont il y a la maladie maintenant qui l'honore en quelque sorte, mais enfin qui l'initie à l'anatomopathologie. Et il rentre donc dans cette démarche, j'observe les gens de leur vivant, je note absolument tous les symptômes, et puis une fois qu'ils sont morts, parce que malheureusement ils meurent assez rapidement au 19e siècle dans un hôpital, eh bien j'utilise mes capacités pour disséquer le cadavre et noter toutes les lésions, et je fais le rapport entre les signes que j'observais du vivant et les lésions sur le mort. C'est comme ça que Laennec avait décrit finalement la tuberculose pulmonaire, qu'il avait décrit la cirrhose du foie, et c'est comme ça que Charcot va décrire les grandes maladies neurologiques. Il faut dire qu'on revient de loin. C'est-à-dire que Laennec d'abord, Charcot ensuite, ont réinventé une discipline qui était quand même très très peu développée avant eux. Mais parce que avant le 19e siècle, l'hôpital n'existe pas. Exactement. C'est-à-dire qu'il est tel que nous le concevons. Tel que nous le concevons. C'est là où on accueille les miséreux, où on accueille les pauvres. Plutôt l'hospice, on va dire. Et puis, la Révolution française va mettre le coup près, puisqu'elle décrète qu'on n'a plus besoin, c'est le cas de le dire, on n'a plus besoin d'hôpitaux, puisque Saint-Just dit même à un moment, si la Révolution finit, nous avons encore des malheureux parmi nous, nos travaux révolutionnaires auront été vains. Alors, que devons-nous à Charcot ? En quoi la médecine, aujourd'hui, lui est-elle encore redevable ? C'est ce que nous voyons en votre compagnie dans un instant. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Franck Ferrand, vous nous avez raconté cet après-midi l'histoire du fils Charcot, Jean-Baptiste. Nous nous intéressons à son célèbre papa, le médecin Charcot, avec Jean-Noël Fabiani, votre invité. Il est chef du service à l'hôpital européen Georges Pompidou. Il dirige le département de chirurgie cardiovasculaire et il est également professeur à l'université Paris-Descartes. Alors justement, les maîtres ont joué un rôle dans la carrière de Charcot. Il a été à bonne école quand même. Il avait travaillé dans un premier temps, il a présenté sa thèse avec Piori, Tout à donc fait. le grand maître des questions inflammatoires, justement. Tout à fait. Il a eu des maîtres, bien entendu. Pierre Reyer, qui était Reyer, qui est son patron, oui, bien entendu. et qui était le médecin de l'empereur, de Napoléon III. Tout à fait. Et, donc, et surtout, il a eu des maîtres, mais il a bien retenu la leçon. Et il a eu des élèves exceptionnels. Car lorsqu'on fait la liste de ses élèves, c'est vraiment toute la médecine française de cette époque qui défile, avec des noms comme Pierre-Marie, Bourneville, Bouchard, Gilles de la Tourette ou Babinski. Alors, ça vous dit peut-être pas quelque chose, un peu quand même, mais pour les médecins, chacun de ces noms représente soit un signe fondamental de la sémiologie médicale, soit une maladie. Et donc, ces gens qui sont autour de lui vont véritablement créer
la grande école de médecine française du 19e siècle. C'est-à-dire qu'on a affaire non seulement à un très brillant observateur et à un remarquable analyste, mais il est aussi un grand pédagogue. Il avait d'ailleurs le sens de la mise en scène, hein, ça c'est resté célèbre. Alors, tout à fait. Alors, il n'était pas un grand orateur, dit-on, et il préparait très très bien ses cours, parce que justement, il avait un peu de difficulté d'élocution. Mais il compensait, comme je vous le disais tout à l'heure, grâce à des dessins, il avait la fibre du dessinateur, et par des photographies. Et il savait mettre en scène. Et ces fameuses leçons du mardi attirent les gens. Alors, parfois... Ça devient quasiment comme des premières de spectacle. Absolument. Hein. On va au cours de Charcot comme on irait à une première de Sarah Bernard. Hein. Exactement. Et alors, il faut bien dire que Charcot sait trouver ce qui plaît. Et ce qui plaît beaucoup à l'époque, bien sûr, c'est tout ce qui concerne l'électricité, c'est tout ce qui concerne les maladies un petit peu mystérieuses, comme l'hystérie. Et c'est pour ça qu'il va se lancer un peu dans l'hystérie. Et pour provoquer les signes de l'hystérie, il va utiliser une méthode qu'on peut discuter, qui d'ailleurs a été très discutée, qui est l'hypnose. Alors voilà, c'est en cela que je vous disais tout à l'heure qu'on quittait le monde purement tangible, là. Voilà, grâce à l'hypnose, il disait qu'il recréait les signes de la grande forme de l'hystérie. En fait, pour être clair, son hystérique préférée, qui est Blanche Wittmann, qui était une superbe femme, on la voit sur le tableau, qui est à la faculté de médecine, dépoitraillée, tenue par Babinski, qui était un fort gaillard, et alors que tout le monde la regarde, alors assistant à cette grande crise d'hystérie. Il va faire à partir de là, de la salpêtrière, le point central de toutes les études neurologiques à travers l'Europe. Hein. Alors, il y a la partie neurologique qui est un remarquable observateur. Et il décrit par exemple la maladie de Parkinson comme la paralysie agitante. C'est tout à fait ça, la maladie de Parkinson. Il décrit bien sûr cette fameuse maladie qu'on appelle la maladie de Charcot, qui est une maladie épouvantable. Eh bien, c'est une dégénérescence, une fibrose progressive de toute la partie motrice, aussi bien cérébrale que de la moelle épinière, et qui aboutit à une paralysie progressive qui se finit très très mal, puisque même les muscles respiratoires finissent par ne plus fonctionner. Donc c'est une maladie qui existe toujours, que malheureusement, pour laquelle on a beaucoup de traitements encore à l'heure actuelle, et qu'il décrit parfaitement. Il décrit aussi toutes les manifestations de la grande maladie du 19e siècle, qui est la syphilis, et la forme neurologique qu'on appelle le tabès. Et ça, il a autour de lui tous les patients qu'il lui faut, et il les décrit parfaitement. D'autre part, comme il est anatomopathologiste, il va être capable de couper le cerveau en tranches. Il y a toujours aujourd'hui la coupe de Charcot. Ah oui, ça, alors, quand on parle de la coupe de Charcot, c'est bien de ce Charcot-là. Hein. Ah oui, c'est bien de ce Charcot-là. Il coupe le cerveau dans un certain sens, d'autres le coupent dans l'autre, comme Flechsig, par exemple. Mais enfin bon, on coupe le cerveau dans 3 sens. Parce que le cerveau du 19e siècle, c'est une masse. Bon, on sait que c'est important pour marcher, se parler, se mouvoir, mais on ne connaît pas très bien la topographie des choses. Et ce que vont faire les gens de cette époque, dont Charcot, bien sûr, c'est de trouver une topographie aux maladies. Cette maladie-là, elle est liée à la lésion de tel endroit du cerveau. Et ça, c'est Charcot qui véritablement travaille là-dessus. Le professeur Charcot, nous dit Virginie, est le découvreur avec 2 de ses confrères, Marie et l'anglais Tooth, de la maladie de Charcot-Marie Tooth, à ne pas confondre avec la maladie de Charcot, donc la CMT, son abréviation est la plus fréquente des maladies neurologiques héréditaires, un cas sur 2500 personnes. Oui, c'est une maladie qui en effet a été décrite par Charcot, mais qui est moins grave que heureusement que la maladie de Charcot, qui ressemble par certains côtés à cette maladie, mais qui heureusement a un pronostic bien meilleur. Il existe, ajoute Virginie, une association pour accompagner les malades et leurs familles, CMT France, cette association qu'on peut trouver facilement sur Internet. On a l'impression, lorsqu'on vous écoute, Jean-Noël Fabiani, que ce Charcot père est au moins aussi explorateur que Charcot fils. Il est aux avant-postes de toutes sortes de découvertes, en vérité. Eh bien, je dirais que le fils a certainement pris du père, pour respecter la génétique, a pris du père qu'il admirait beaucoup. Jean-Baptiste admirait beaucoup son père. Et il avait un respect énorme pour lui. Il a pris de lui d'abord ce sens du travail, ce sens du devoir. Par exemple, quand Jean-Baptiste dit « je veux faire la cartographie des zones polaires », eh bien, on a l'impression de retrouver son père qui dit « je veux faire la cartographie des lésions cérébrales ». Il est allé au bout de ce travail ? Non, bien sûr que non, mais ils ont fait faire des progrès absolument considérables. Et la méthode anatomoclinique, qui est vraiment la grande spécificité de la médecine française, va quand même faire le catalogue en quelque sorte de toutes les grandes maladies.
Et le jour où on va être capable de traiter ces maladies, eh bien, on aura déjà le catalogue où les appliquer précisément. On a souvent, dans le cas des grands scientifiques et des grands découvreurs, le schéma suivant, beaucoup de découvertes dans le début de l'existence, au début d'une carrière qui souvent est florissante, et puis peu à peu viennent les habitudes, viennent les honneurs, vient le confort, et puis on fait moins de découvertes. On a l'impression avec Charcot que c'est le contraire. Sa carrière en tant que grand professeur est somme toute très courte, c'est du premier tiers des années 1870 au tout début des années 1890. Or, pendant ces moins de 20 ans, il fait énormément de découvertes, vous nous l'avez dit. Il n'en est pas moins membre de l'Académie de médecine, membre de l'Académie des sciences, etc. On a l'impression que ses occupations mondaines et civiles ne le distrait pas vraiment de l'essentiel et de ses recherches. C'est-à-dire que je crois qu'il est un grand patron au sens noble du terme. Il induit des travaux, il a des élèves, et il va publier avec ses élèves. Et ses élèves prennent le relais immédiatement de sa recherche. Et en fait, c'est une école, et c'est cette école qui va être la neurologie française. C'est une école qui est encore active aujourd'hui ? Mais si aujourd'hui la Salpêtrière est encore le lieu de référence mondial des maladies du cerveau et de la moelle épinière, c'est en partie grâce à Charcot. Ce qui veut dire que Charcot est encore mondialement connu. Là, mais Charcot est présent parmi nous. Quand il est au milieu de nous. Alors, il y a ce souvenir que j'ai gardé de Charcot au cinéma. C'était dans un film sur Freud qui s'appelle Freud, Passion secrète avec Montgomery Clift. Et on voit Freud venir faire ses études à Paris. Il est dans le grand amphithéâtre à la Salpêtrière, justement. Il assiste à une des séances d'hypnose menées par le professeur Charcot et il va être profondément marqué par ça. Ah ben, il est soufflé absolument par Charcot. Il admire Charcot. Et il va lui demander l'autorisation de traduire certains de ses cours en allemand. Et véritablement, il s'empare de ses démonstrations, en particulier sur l'hystérie, bien entendu. Et c'est assez curieux, alors que Charcot, manifestement, fait fausse route dans l'analyse de l'hystérie, eh bien, cet élève de passage, parce qu'il reste relativement peu de temps avec Charcot, cet élève de passage va reprendre ça à son compte et va finalement s'en servir pour aboutir à la théorie de la psychanalyse. C'est quand même pas rien. Ça n'est pas rien, ne serait-ce que parce que il va analyser des cas d'hystérie allemand, ceux-là, et il va dire qu'ils sont liés, il va rechercher, il va démontrer qu'ils sont liés à un traumatisme sexuel, bien entendu, c'est Freud quand même, dans l'enfance. Et il va faire la jonction de cette névrose particulière qu'est l'hystérie. Il va en parler beaucoup. Il y a plusieurs cas cliniques très célèbres de Sigmund Freud. Autrement dit, Freud assiste à ce que fait Charcot, n'en retient que la substantifique moelle et va l'utiliser pour fonder la psychanalyse. Ce qui est quand même formidable. Là, on est dans l'immatériel total. Le professeur Charcot va mourir assez tôt, finalement. Il aurait pu vivre sans doute bien plus longtemps. Il meurt à 67 ans, en 93. Il a manifestement, je pense, une maladie des coronaires et il va mourir d'un infarctus. Puisqu'il c'est le cardiologue qui parle. Oui, absolument. Et il meurt d'un œdème aigu du poumon, certainement lié à un infarctus du myocarde. Il était en vacances, il était au lac des Sétons, dans la Nièvre, un bien joli endroit du reste. Et là, il est dans une petite auberge et il n'en reviendra pas, en fait. C'est propre de l'infarctus, n'est-ce pas ? C'est évidemment de vous prendre la crise cardiaque vous prend là où vous êtes et ne s'annonce pas toujours. Alors, vous nous avez dit qu'il avait été le fondateur de cette école de neurologie, l'école française de neurologie en quelque sorte, avec la Pitié-Salpêtrière comme point d'ancrage, comme port d'attache. Quels sont, parmi ces fameux élèves dont vous nous avez parlé, ceux qui vont marquer leur génération ? Quelle est la postérité ? Vous avez évoqué tout à l'heure, évidemment, Gilles de la Tourette, vous avez évoqué Babinski, Joseph Babinski. Babinski, le fameux signe de Babinski. C'est vraiment le b.a.-ba des études de médecine. Babinski va reprendre les travaux de Charcot, va les finaliser beaucoup de choses, va aller jusqu'au bout et bien entendu va être un neurologue très, très important. On dit que c'est lui qui a servi de modèle de neurologue dans l'œuvre de Proust. Ah oui, c'est ça, le fameux... Pas Cottard, non. Pas le docteur Cottard, pas le grand clinicien. Non. Alors, on peut dire du professeur Charcot qu'il a donc marqué son époque. Il a essayé de faire de son fils son successeur. C'était ça son idée. Il aurait voulu que le fils continue, aille plus loin, mène jusqu'à leur terme les études qu'il avait lancées. C'était le propre des grands patrons. C'était de faire des dynasties de médecins derrière eux. Bon, il n'aura pas obtenu ça, mais son fils aura quand même été un très grand explorateur dans un autre registre. Sans doute plus célèbre que lui auprès du public. Incomparablement, oui, bien entendu. Il n'a pas eu d'obsèque nationale, le professeur
professeur Charcot, même si, je crois, il y a eu quand même de grandes solennités. Oui, il était quand même membre de l'Académie de médecine, Oui, membre bien de sûr. l'Académie des sciences. C'était quand même quelqu'un qui était très connu dans le monde parisien de son temps. Dans les années 70, nous dit Michel, vivait à Tréboul, près de Douarnenez, un des survivants de l'expédition de Charcot. Et les gens, dit-elle, l'appelaient pourquoi pas. Merci beaucoup Jean-Noël Fabiani pour la fougue avec laquelle vous nous expliquez à chaque fois la médecine. Merci beaucoup. Dans un instant sur Europe 1, la suite d'Au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. Au cœur de l'histoire. Europe 1, 14h, 15h30. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Et aujourd'hui, ce n'est pas la Ferrand Mobile qui nous a emmenés sur notre lieu d'expédition, car ça serait quasiment impossible. C'est peut-être l'exploration la plus lointaine que vous nous proposez de 15h à 15h30. Aujourd'hui, nous allons au pôle Nord et au pôle Sud avec votre invité, Franck. C'est Stéphane Dugas qui est notre guide. Il est auteur, reporter, réalisateur, secrétaire général de la Société des explorateurs français et il a récemment publié la biographie de Paul-Émile Victor, J'ai toujours vécu demain, paru chez Robert Laffont. Vous avez eu de brillants devanciers dans cette société, à la tête de cette société, évidemment, Stéphane Dugas. Tout à fait, et des grands noms de l'exploration, d'illustres noms de l'exploration, et des gens qui ont fait avancer la science, la connaissance, et surtout aussi peut-être la médiatisation pour le faire connaître au plus grand nombre. Il y a une exposition sur le commandant Charcot, sur Jean-Baptiste Charcot, qui s'appelle L'explorateur légendaire. C'est au Théâtre des Sablons à Neuilly. Vous l'avez visité, l'expo? Tout à fait. Oui. Je suis ravi que sa ville natale, où il est né, lui rende hommage 150 ans après sa naissance. Alors, avant d'aller nous aventurer jusqu'au pôle Sud, je vous avoue qu'on se demandait si on pouvait faire ça. On l'a fait. Ça va nous changer de nos petites promenades habituelles. Bah oui, là, c'est Et tout nous autre allons chose. visiter, si vous le voulez bien, le pôle Nord. Ça, c'est quand même un peu plus dans nos cordes, si je puis dire. C'est pas très loin le pôle Nord, finalement, de la France. Non, j'encourage tous les auditeurs, les auditrices à regarder un globe, une Ben voilà, map-monde, oui, oui. et vous allez voir, c'est relativement proche en fait, mais ça vous C'est combien d'heures d'avion? Ça vous oblige principalement normalement à transiter. Il y a plusieurs possibilités, mais principalement pour aller voir la banquise de près, il faut aller en Islande. Et en Islande, c'est 3h30 d'avion. Déjà, vous découvrez un pays, le pays Voyage au centre de la Terre, qui a inspiré Jules Verne, ce pays de glace Oui, bien sûr. et de glaciers. Et ensuite, si vous prenez le bateau, vous pouvez aller sur plusieurs jours d'excursion, plutôt de croisière, et vous approcher de la banquise au Spitzberg, ou peut-être aller sur la côte orientale du Groenland. Le Groenland, c'est le pays vert. C'est ce que ça veut dire. Il n'est plus tellement vert. On doit tout ça à notre ami Éric Le Rouge, qui au Xe siècle nous a fait croire qu'il y avait du vert. Peut-être qu'il y avait du vert d'ailleurs au sud du Groenland, mais en tout cas c'est un pays tout blanc, rocailleux, un pays avec des glaciers qui vèlent, avec ces icebergs qui tombent dans la banquise. C'est tout simplement merveilleux. Alors ce qu'il faut dire, c'est que cette partie de l'émission est plus ou moins touristique, que généralement on peut aller sur place. Et bien là on peut y aller. C'est-à-dire qu'il y a des compagnies de navigation qui proposent des croisières spécifiques pour aller dans ces mers extrêmement septentrionales. Et Cocorico. Cocorico, c'est des compagnies françaises. Il y a des compagnies françaises, il y en a plusieurs qui ont pignon sur rue. Dont le Ponant, bien sûr, le très Ponant, célèbre. Hein. Très célèbre, il y a Grand Nord, Grand Large. Bien sûr. Et il y a d'autres compagnies, 66 degrés Nord. Bref, il y a pléthore de compagnies, dont des Français. Et on est un peu même beaucoup, des spécialistes de ces croisières polaires, mais de ces croisières qu'on pourrait même appeler de croisières expéditions qui donnent du sens, puisque inévitablement vous allez au contact d'une faune et voire d'une flore complètement préservée. J'allais dire, qu'est-ce qu'on voit finalement, parce que ça donne très envie. Ce sont des terres très peu visitées, et en même temps, est-ce qu'il y a des choses à voir? Le paysage ressemble à quoi au pôle Nord? Enfin, en tout cas sur cette côte, par exemple sur la côte occidentale du Groenland, à mesure qu'on monte là-haut. À mesure qu'on monte, on part à la rencontre de la glace. Seul le temps et les glaces sont maîtres, disent nos amis inuits. On peut y voir
et s'approcher de la banquise, mais on peut surtout du blanc, quoi. Du blanc, mais pas seulement. Toutes les teintes de blanc possibles. Voilà, du blanc, du bleu, et surtout des icebergs, ces cathédrales de glace que les glaciers, en se fracassant, vèlent, et qui vous donnent l'impression d'être aux origines du monde. Et vous pouvez voir une mer avec des couleurs complètement incroyables, une couleur parfois d'encre. Moi, je vois cette mer bleu-noir, ou en tout cas ces cieux qui s'embrasent, puisque quand vous y allez, évidemment, vous y allez lors de l'été, lorsque le jour est pratiquement permanent, ou en tout cas le plus long. Et vous avez surtout une faune avec des phoques, en tout cas dans le Grand Nord. Et dans le Grand Nord, ce danger, l'ours polaire, qui est un prédateur et qui peut s'attaquer à l'homme. Donc ça vous donne de l'adrénaline, tout ça. Est-ce que la trace du commandant Charcot est encore sensible? Est-ce qu'on peut encore trouver des choses? Est-ce qu'il y a, je sais pas moi, un musée Charcot? Alors, des statues. Il y a pas de musée Charcot. Il y a en Islande, quand j'y suis allé pour les 80 ans du naufrage du Pourquoi pas en septembre. C'était en septembre dernier. Il y avait un panneau. Il y avait des panneaux en fait avec tous les naufrages autour de l'Islande, et le plus grand c'était Charcot. Ah oui. Et les commémorations qui ont eu lieu sur les lieux mêmes du naufrage, je vous prie de croire qu'il y avait une émotion incroyable, intense. Les Islandais, ça fait partie de leur histoire, ça fait partie de leur patrimoine. Et il y avait un recueillement. Il y avait donc la famille de Jean-Baptiste Charcot, Anne-Marie Valin Charcot, sa petite fille qui était née un mois juste avant son naufrage. Et il y avait la famille, il y avait les officiels, mais il y avait cette mémoire de Charcot. Et cette mémoire de Charcot, elle est à l'endroit où Charcot a fait naufrage. Et ce jour-là, évidemment, par rapport à 80 ans plus tard, tout était calme, tout était vert, tout était beau. Et par contre, quand vous partez sur la côte orientale du Groenland, ce que j'ai fait en partant dans les traces de Paul-Émile Victor, dans les pas de Paul-Émile Victor, finalement c'est dans le sillage de Jean-Baptiste Charcot. Pour être honnête, on y trouve plutôt de rares traces, en tout cas des Inuits qu'à l'époque on appelait les Esquimaux, de leur habitation, de leur hutte. Mais quand on croit en la mémoire des lieux, quand on connaît bien l'histoire, quand on a bien lu, quand on s'est bien imprégné de quelque chose, on retrouve des paysages, on retrouve des descriptions, et c'est vraiment là que le voyage, je trouve, devient intéressant et devient initiatique. C'est magnifique ce que vous nous dites, on a envie d'y être. Alors, le pôle Nord, il faut expliquer la différence entre pôle Nord et pôle Sud. C'est pas un continent là en l'occurrence, bien sûr. Alors, le pôle Nord, c'est au centre pratiquement de l'océan Arctique glacial qui est entouré de terre, de la Russie. Donc on peut aller par voie maritime, ce qui est privilégié pour le tourisme, et on peut aussi y aller si on est très 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 riche. On peut être déposé au pôle Nord, en tout cas sur une base dérivante, et y aller par hélicoptère. En hélicoptère, voire même par un gros navire, mais les voyages là commencent à devenir hors de prix, puisque évidemment, en tout cas la banquise, les choses sont beaucoup plus compliquées, et c'est plutôt réservé aux scientifiques. Que ne ferait-on pas pour se trouver littéralement sur le toit du monde? Là, nous allons aller complètement aux antipodes, visiter maintenant le pôle Sud. Oui, rien ne nous arrête. Europe 1, au cœur de l'histoire. Carrefour. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Dans une autre époque, lorsque j'étais phoque, là c'était comme aujourd'hui, j'étais sans cesse étourdi. Les ours polaires, avec leur colère, avec leur molaire aussi, me causaient bien des soucis en flânant sur la banquise. Je passais des heures exquises, je plongeais puis je chassais, je mangeais, je rêvais. Dans une autre époque, lorsque j'étais phoque, tout était simple et précis, ces choses on les apprécie, Madame Nature. Un extrait de Lorsque j'étais phoque sur Europe 1 de Pierre Barou, et justement les phoques, nous allons en croiser puisque rien ne vous arrête, Franck Ferrand, et c'est une visite assez extraordinaire que nous vous proposons jusqu'à 15h30 sur Europe 1 pour finir la semaine en beauté. Notre guide, c'est Stéphane Dugast, il est auteur, reporter, réalisateur, secrétaire général de la Société des explorateurs français. Et alors si je peux vous donner un conseil,
pendant que vous nous écoutez, allez sur le blog Embarquement, le blog de Stéphane Dugast. Les photos sont incroyables et on voyage en même temps que vous nous décrivez ces incroyables paysages. Nous sommes donc au pôle Sud maintenant, Oui, ça fait Franck. partie des lieux les plus dépaysants possibles. Ça, je crois qu'on peut le dire. Ils ne sont pas très nombreux, ceux qui s'aventurent jusqu'en Antarctique de nos jours, Stéphane Dugast. Alors, ils n'étaient pas nombreux. On commence à être de plus en plus nombreux. Moi, j'en reviens. Donc, j'ai des images toutes fraîches dans la rétine. Vous arrivez là d'Antarctique, de péninsule antarctique, où j'ai passé 2 mois. Ça doit vous changer un peu les studios oui, d'Europe 1. c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Ça change. Il y a toujours beaucoup de bleu et de blanc, finalement. Mais moins que les icebergs, c'est ça. Et cette péninsule antarctique est fréquentée et ouverte. Tout est très réglementé en Antarctique, puisque c'est une terre de paix et de science. Donc, tout ce qui est activité économique est très, très, très régulé. Néanmoins, il y a un tourisme responsable qui s'est mis en place et de novembre à février, vous pouvez aller dans cette petite pointe de la péninsule antarctique qui a été très très fréquentée, notamment par Jean-Baptiste Charcot. Et vous pouvez aller dans cette péninsule qui est faite de plein de détroits et d'îles et aller la visiter. Charcot a fait combien d'expéditions là, dans l'extrême sud? Dans l'extrême sud, il a fait 2 expéditions majeures dans lesquelles il a hiverné, et en hivernant, il a cartographié une grande partie de cette péninsule. Il y a laissé des noms. Tout à l'heure, vous parliez du ministre Locroix. Il y a laissé le nom Locroix, de son ingénieur-chef mécanicien Plénaud. Il a hiverné à l'île Vendel, il a hiverné à l'île Petermann. Et là, par contre, j'ai trouvé les traces de Charcot. Et ça, c'est émouvant. Alors, c'est-à-dire, vous avez vu quoi? C'est que vous êtes dans un paysage, l'un des rares paysages de la planète où 110 ans après, rien n'a changé. Vous avez les glaciers, vous avez les baleines, vous avez les manchots, c'est incroyable. Néanmoins, en s'approchant de l'île de Petermann, qui était rocailleuse avec des glaciers et de la neige, je savais qu'il y avait 2 P qui étaient gravés dans un rocher. 2 P pour pourquoi pas. Et c'était les marins qui, entre 1907 et 1908, l'avaient gravé dans la pierre. Vous me direz, c'est juste 2 initiales. Mais quand vous êtes dans un continent comme le continent antarctique, où il y a ils prennent une dimension. Ça a pris une dimension incroyable. Ah oui, je veux bien le croire. C'était une présence humaine, une histoire, disons les choses, une histoire dans un lieu absolument dépourvu d'histoire humaine. C'était un pèlerinage laïque. C'était quelque chose qui avait une vraie profondeur et je vous encourage vraiment à le vivre parce que vous êtes dans un endroit qui a très très peu bougé, qui a pratiquement pas bougé depuis 110 ans. Et sur la planète, il n'y en a pas beaucoup. Il faut se rendre à quelle saison dans ces régions? La saison s'ouvre de novembre, décembre, janvier, février, s'arrête en mars puisqu'ensuite vous êtes quand même dans une zone pour y aller. Vous partez généralement de Patagonie, vous franchissez, vous allez tout droit et vous franchissez le passage de Drake au sud du Cap Horn. Alors le Cap Horn a mauvaise réputation, mais ce qui a encore plus mauvaise réputation, c'est ce passage du Drake, puisque l'océan Pacifique et l'océan Atlantique s'y rencontrent. La convergence courant chaud, courant froid vous fait des mers complètement démontées. Et ensuite, vous êtes enfin à l'abri au sud des îles de Shetland du Sud. Et là, vous pouvez naviguer dans un endroit qui est complètement incroyable. Et les températures là-bas sur place? Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les températures en été, c'est, j'allais dire, du climat breton très océanique, entre moins 3 degrés et une douzaine de degrés. Mais ce qui est vraiment déterminant, c'est que l'eau est froide. Ce qui est vraiment déterminant, c'est que le vent peut souffler très vite. Et les vents catabatiques peuvent très vite souffler. Et que si vous n'êtes pas bien encadré, pas bien équipé, ça peut vite tourner au cauchemar. On part de quel endroit pour se rendre en Antarctique? 90%. On descend déjà le plus bas possible, j'imagine, par définition. Hein. Tout à fait, Franck. On descend à Ushuaia, en Patagonie. Déjà, c'est complètement dépaysant. Et ensuite, en Patagonie, à Ushuaia, 90% des gens qui veulent aller en Antarctique, des touristes au sens noble du terme, partent d'Ushuaia et descendent le long de cette péninsule antarctique sur des bateaux de croisière. Alors là encore, il y a donc des compagnies qui organisent le voyage. Et Cocorico. De nouveau, c'est des Français. Non, mais moi, j'assume ma cocardise. Mais vous faites bien. Et moi, j'ai eu la chance là de naviguer 2 mois sur un bateau de la compagnie du Ponant, le Soleal en l'occurrence. Mais il y a plusieurs bateaux de Ponant, et
Et c'est quelque chose, on appelle ça des navires, des croisières expéditions. Et ces croisières expéditions, il y a le mot effectivement croisière qui a une connotation dans la langue française qui est souvent très péjorative, mais pas du tout. Là, il y a le mot aussi expédition qui rehausse le tout. Mais je vous prie de croire que c'est vraiment des voyages d'exception et que ça vous permet d'exalter tous vos sens. Mais alors, pardon de poser une question qui fait très parisien, mais le bateau en question reste confortable ou est-ce qu'il faut être surentraîné et avoir déjà l'âme d'un aventurier pour aller jusque dans ces latitudes extrêmes? C'est toute la prouesse de Ponant, c'est de vous offrir des quasiment conditions, du confort, un vrai confort, une vraie touche à la française avec un vrai chef où vous mangez bien, tout est confortable. Vous êtes encadré par des guides naturalistes dont je faisais partie, donc des gens qui sont passionnés et spécialistes, mais on vous offre tous les jours l'aventure, le grand air, des sorties en Zodiac, des débarquements à terre, et puis surtout quand vous êtes entouré de passionnés, que ce soit des gens qui connaissent les manchots, qui connaissent les oiseaux, qui connaissent les baleines, ou d'autres personnes comme moi qui sont passionnées d'histoire, de patrimoine ou de géopolitique, le voyage prend une vraie dimension, un vrai sens. En tout cas, je l'espère. Justement, à propos d'histoire et de géopolitique, est-ce que le développement de ce tourisme n'est pas en soi un problème? C'est une des questions que je vais vous poser dans un instant. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Manger de la viande est-il un crime? Je selfie, donc je suis. Pour vivre ensemble, faut-il tout pardonner? Ce qui est intéressant, c'est l'argument. Tous les samedis, avec Raphaël Antoven sur Europe 1. D'où vient que les maths aient si mauvaise réputation? Prenez le temps de réfléchir au monde qui nous entoure. Est-ce une réalité? Est-ce une supercherie? C'est demain dès 15h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr. Etihad Airways vous fait profiter de 4 jours à petit prix vers la Thaïlande, le Vietnam et bien d'autres à partir de 459 € TTC. À partir du 1er juillet, faites un vol d'exception à bord de notre A380 au départ de Paris. Dépêchez-vous, ces offres sont valables jusqu'au 3 avril. Réservez sur etihad.com ou auprès de votre agence de voyage. Offre soumise à condition. C'est quoi un bon scénario pour Darty ? Un bon scénario, c'est quand vous allez choisir chez Darty au meilleur prix votre matériel vidéo pour faire le film de votre vie. Jusqu'au 24 mai, la caméra GoPro Hero Plus avec une carte mémoire de 16 Go est à 119,90 € au lieu de 239,90 €, soit 50% de réduction. Intermarché vous propose d'écouter Une asperge violette. L'asperge, c'est à toi là. Bon, si une asperge pouvait parler, elle vous dirait de soutenir les producteurs français. C'est pourquoi chez Intermarché, pour les aider à vendre leur production au plus vite, l'asperge violette est à 2,59 € la botte de 500 grammes jusqu'à samedi. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Asperge violette calibre 16-22, origine France catégorie 1, soit 5,18 € le kilo. Le kilo. Faites le printemps et vous offre la voiture de vos vacances. Et pas n'importe quelle voiture, c'est la Citroën e-Méhari, le cabriolet 100% électrique d'une valeur de 25 000 €. Et attention, il ne vous reste que quelques heures pour gagner cette magnifique voiture. Peut-être que les dernières heures vont vous porter chance. Alors pour participer, c'est simple, il suffit de vous inscrire, soit par SMS, soit par téléphone. Par SMS, vous envoyez le mot de passe Soleil au 7 39 21, 2 fois 65 centimes plus coût d'un SMS. Par téléphone, c'est le 39 21, 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Vous restez branchés sur Europe 1 toute la journée et c'est peut-être vous que l'on va appeler qui repartirait avec la Citroën e-Méhari, le cabriolet 100% électrique. Le jeu, c'est jusqu'à ce soir. Alors dépêchez-vous et surtout, bonne chance. Toutes les infos sont sur europe1.fr. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Cet après-midi, sur Europe 1, nous découvrons l'Antarctique pendant encore quelques minutes avec votre invité qui nous fait véritablement voyager cet après-midi. Je vous invite à suivre les images sur Internet, c'est assez impressionnant. C'est Stéphane Dugas qui est notre guide. Il est lui-même reporter et réalisateur. Mais alors, je pensais que c'était le moment de recevoir Lorena Martin. Alors, écoutez, au niveau des bons plans, je pense que Stéphane Dugas en avait plus à nous donner que Lorena Martin aujourd'hui. Ah bon, vous voulez dire que les restaurants et les hôtels ne pullulent pas encore en Lorena n'a pas pu les tester encore, en fait. C'est surtout ça le problème. Alors justement, c'est un peu la question, Stéphane Dugas. Les restaurants, les hôtels, pour l'instant, il n'y en a pas, enfin j'imagine, ou extrêmement peu en tant que tel. Est-ce que le développement de ce tourisme n'est pas dangereux pour ces zones tellement vierges ? C'est un développement touristique très régulé, régulé par l'IATO. C'est bien encadré, hein.
c'est très bien encadré. Les compagnies qui proposent ces voyages sont tenues à des règles très très strictes. Et ce qui est intéressant, c'est que, je vais prendre un exemple, parce qu'il faut prendre un exemple, c'est que quand vous allez à Port-le-Croix, donc Port-le-Croix du nom, en tout cas une île baptisée par... Du beau-père du commandant. Ouais, baptisée par Charcot. Quand vous allez à Port-le-Croix, qui est une ancienne base britannique, les Britanniques, entre guillemets, profitent de ce tourisme, et à bon escient, je trouve, c'est-à-dire ils ont réhabilité la base comme elle était dans les années 40, avec les boiseries, avec les radios. On y faisait des études électromagnétiques qui nous remettent dans l'ambiance. Évidemment, il y a une boutique attenante, une des rares boutiques, je vous rassure, même quasiment la seule de la péninsule, où ils vendent tous les objets et tous les souvenirs. Et tout l'argent qui collectent leur permet de rénover les bâtiments qui sont attenants. Et en tout cas, nos amis britanniques nous donnent une vraie leçon sur l'héritage, sur le patrimoine, pour le faire vivre, puisque inévitablement dans ces régions, le patrimoine tombe en désuétude en quelques saisons. Et pour cause, oui, bien sûr. Il n'y a rien qui dure. Voilà. Donc l'idée de ce tourisme en Antarctique, c'est d'offrir l'extraordinaire aux gens, mais avec le respect, puisque les gens sont tenus de respecter des règles, de suivre pratiquement comme un code de la route des cours où on valide des étapes pour pas qu'ils prennent, en tout cas qu'ils s'approchent, qu'ils mettent en danger les animaux, mais qu'ils aient ou qu'ils importent des herbes ou des nouvelles espèces invasives. Mais ils ont cette opportunité d'être aux côtés de l'extraordinaire. Alors là, évidemment, pas question d'aller au pôle sud en tant que tel. C'est perdu loin dans le fin fond de terre, enfin de terre glacée, bien sûr, mais... Et ce pôle sud, donc attenant en tout cas ces petites îles de la péninsule antarctique, vous avez cette énorme calotte glaciaire, puisque la particularité de l'Antarctique et du Groenland qui est au nord, c'est d'être des terres recouvertes de glace, et ça culmine jusqu'à 4000 mètres. Et là, évidemment, c'est une zone réservée à des spécialistes qui est rarement traversée que par des explorateurs chevronnés, qui est habitée sur le pourtour, mais aussi en son intérieur par des bases et par des scientifiques qui durent. Et nous, les Français, on doit tout ça aux expéditions polaires françaises de Victor. Vous voyez, tout est relié. Victor, Charcot, les expéditions polaires. Et Dumont d'Urville avant eux. Et à l'heure actuelle, c'est l'Institut polaire français, l'Institut Polymis-Victor, l'IPEV, qui nous permet, en tout cas, de l'autre côté, si j'ose dire, de la péninsule, à Dumont d'Urville, mais aussi à Concordia, de faire de la science, d'observer la glace et d'observer finalement le climat de notre planète. Alors voilà, en fait, ça sert de station pour contrôler le fameux réchauffement climatique, c'est ça ? Il y a le réchauffement climatique, il y a le trou d'ozone, mais pas que, il y a la glaciologie, il y a la glaciologie qui est une sorte de conservatoire de mémoire de la Terre, en fait. Tout à fait, où quand on fait des carottages jusqu'à 3000, 4000, on ressort ces morceaux de glace. C'est Claude Lorius dans le film La glace et le ciel, magnifique film trop méconnu de Luc Jacquet qui nous raconte cette aventure. Et on y fait de la science, on y fait aussi, j'étais dans une base ukrainienne, et les Ukrainiens étudiaient le trou dans la couche d'ozone dont on nous a tant parlé dans les années 90. Et en tout cas, tous ces phénomènes et tous ces changements sont étudiés sur la durée, et c'est parce que c'est étudié sur la durée qu'on peut avoir des observations scientifiques fiables. Alors, d'un point de vue plus touristique, ce que l'on voit, ce sont des îles, en fait, c'est ça, des îles qui sont... Ce qu'on voit, c'est merveilleux, c'est des glaciers complètement impressionnants, puissance 10 par rapport à l'Arctique, je trouve. On voit, quand vous partez en Zodiac... Je me rappelle un film du commandant Cousteau sur l'Antarctique qui était effarant, littéralement, avec des icebergs qui ne peuvent même plus porter ce nom-là. Ce sont des montagnes maritimes, en fait. Des montagnes de glace, d'ailleurs, littéralement en danois, iceberg. Oui. Et on y voit, en allant au Zodiac, j'ai eu cette chance d'avoir une baleine qui jouait sous le Zodiac. Il doit y avoir des orques aussi dans la région. On a vu des orques, c'est magnifique. On a vu des manchots, les manchots à Delhi, on a vu les manchots... les manchots à jugulaire, on a vu... c'est curieux que ces régions tellement inhospitalières soient finalement remplies d'une faune assez présente, apparemment. Eh ben, c'est parce que ce continent a été préservé qu'on en a fait une terre de paix et de science qui n'appartient à personne, où il y a des bases scientifiques, et qui est le traité de l'Antarctique qui a été porté par un dénommé Victor, mais aussi Cousteau, qui l'a défendu en 91. Et ben, cette terre de science et de paix a permis à toute la faune de se reconstituer, parce que les chasseurs de baleines et les phoquiers avaient beaucoup décimé au cours du 19e siècle et du 20e siècle les stocks, en tout cas, d'animaux comme ça. Et ces animaux reviennent, et je vous prie de croire que c'est juste fabuleux de les côtoyer et de les voir. On a très envie d'y aller. Je pense que nous ne sommes pas les deux seuls. Les gens qui nous écoutent aussi, sans doute. Vous conseilleriez donc à n'importe qui de s'aventurer dans un voyage aussi extraordinaire? Je crois que c'est le voyage d'une vie. On peut trouver ça cher parce que c'est exceptionnel, mais maintenant c'est devenu accessible grâce à des compagnies qui font le maximum d'efforts, et je pense que
tous les gens que j'ai rencontrés, en tout cas tous les gens que j'ai guidés, comme on dit, sur place et sur terrain, ont adoré. Merci beaucoup Stéphane Dugas. Je rappelle que vous avez récemment publié une biographie de Paul-Émile Victor, J'ai toujours vécu demain, aux éditions Robert Laffont. Et puis vous êtes le créateur, l'animateur de ce blog Embarquement, où l'on peut dire que Anissa a passé à peu près tout le temps de cette émission. C'est exactement ça, c'est magnifique. Merci. Et voici Alessandra Sublet. Bonjour Alessandra. Bonjour Franck. Effectivement, la Cour des Grands arrive tout de suite sur Europe 1, 15h30, 17h et je vous souhaite un bon week-end.